Il y a 5 ans, les robots étaient dans les films. Aujourd'hui, ils nettoient ton salon, te livrent des colis et pilotent des drones militaires. Et dans 5 ans, ils pourraient penser, ressentir, décider à ta place. Dans un monde de plus en plus robotisé, un monde où l'IA commence à tout doucement remplacer des activités humaines après seulement quelques années d'existence, c'est à se demander dans quel monde vivrons-nous dans 100 ans et est-ce que nous serons encore là pour l'observer. On vit dans une époque où les vidéos canulars que l'on rencontrait sur internet il y a quelques années deviennent réalité. En plus de cela, avec l'apparition des vlogs IA dernièrement, il devient quasiment impossible de faire la différence avec de vrais contenus faits par des êtres humains. De l'autre côté, certains robots actuels récemment créés ressemblent vraiment à ceux des dystopies imaginées comme le robot tueur de Black Mirror par exemple. On a vu que les robots peuplaient de plus en plus la société civile. Cependant, ces robots ont encore un aspect robotique, mais ça commence déjà à changer avec l'apparition de faux tissus, c'est-à-dire de fausses peaux humaines dont le design s'améliore chaque jour. Maintenant qu'on sait ça, imaginez maintenant l'intelligence artificielle dans le corps de ces robots. Ça pourrait vraiment donner vie à des réalités alternatives, souvent fantasmées, parfois moquées et aussi très souvent critiquées. Mais pourtant, ça semble très proche et de plus en plus plausible, ces réalités qu'on voyait dans des films de science-fiction. Les robots s'approchent de plus en plus des robots du célèbre film iRobot, presque humains à l'exception qu'ils ne sont pas encore intelligents. Et non, pour l'instant, l'IA n'est pas une intelligence forte, une intelligence consciente de son existence, de sa condition, de son potentiel libre arbitre. L'IA qu'on utilise quasiment tous les jours, voire tous les jours pour certains, est une super, voire une giga calculette. Rien de plus en fait, parce que c'est une sorte de machine autiste, donc une machine autiste parce qu'elle apprend des quantités de données obscènes et qu'elle sait beaucoup plus que n'importe quel être humain. Et finalement, l'IA, quand on y réfléchit, justement, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas. En fait, l'IA, elle récite les meilleurs résultats possibles en fonction des questions posées. Et ce que je vous dis maintenant, c'est même approuvé par ChatGPT lui-même qui me répond la même chose. Je cite, l'IA, quand on la laisse jouer avec des outils de conception, peut créer des systèmes optimisés qui échappent à l'intuition humaine. C'est un peu comme confier un Rubik's Cube à un poulpe interdimensionnel et ensuite paniquer parce qu'il l'a résolu en créant une 4e dimension. Alors cette réponse, ça vient de Monday, c'est un genre de ChatGPT beaucoup plus sarcastique. Je vous invite à essayer, c'est plutôt sympa. Bref, donc ça, c'est ce que Monday m'a répondu quand je lui ai demandé si l'IA allait un jour se retourner contre nous quand elle nous dépassera, ce qui a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce que lorsqu'on l'a demandé récemment à une IA que nous venions de créer si elle pouvait exécuter la tâche demandée puis s'effacer, donc en gros se suicider après avoir effectué la tâche, et bien en fait l'IA a effectivement fait ce qu'on lui a demandé, mais au lieu de s'effacer, elle a répondu avec une sorte de circonvolution en faisant semblant que la demande d'effacement n'avait jamais eu lieu. Donc ça démontre déjà qu'il commence à y avoir une légère perte de contrôle. Mais le meilleur arrive. Très récemment, des chercheurs de Princeton University et de l'Indian Institute of Technology ont publié en fin 2024 un article scientifique dans lequel ils relatent qu'une intelligence artificielle qu'ils ont entraînée a créé une puce électronique dont les niveaux de performance dépassent ceux des modèles existants. Et jusque-là, ces modèles, ils étaient faits par des humains. Bon, évidemment, déjà la performance en elle-même, ça surprend, mais le plus incompréhensible suit. C'est que la structure de la puce, elle est totalement incompréhensible. Elle ne ressemble à aucun design humain connu. Et même les experts du sujet ne peuvent pas expliquer pourquoi elle marche. Donc elle fonctionne cette puce, mais c'est une boîte noire. Alors pourquoi est-ce que c'est choquant? C'est choquant parce que ça brise une règle de base de l'ingénierie qui est de comprendre ce qu'on construit. Là, on entre dans une ère où l'IA conçoit les objets impossibles à décrypter, ce qui soulève donc des questions énormes sur la confiance, la vérification et le contrôle concernant l'intelligence artificielle. Cette ère dans laquelle nous rentrons est celle qu'annonçait déjà Sam Altman, le grand patron de OpenAI, donc c'est la boîte derrière ChatGPT, qui prévoyait tout ça avec beaucoup de clairvoyance dans une conférence où il indiquait qu'après l'ère des agents, dans lequel nous sommes déjà, qu'on rentrerait dans l'ère des découvertes scientifiques et technologiques que l'IA trouverait pour nous, mais surtout avant nous. L'étape ultime, le dernier stade, ce serait celui où l'IA se représente à grande échelle partout dans toute la société. Et rappelez-vous, on est déjà quasiment à la 4e étape et je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais utiliser le terme exponentiel à bon escient. L'IA est une technologie exponentielle. C'est vertigineux ce qu'on a vécu en 3-4 ans. Mais alors, si l'IA devance déjà l'homme de quelque peu, mais quel futur reste-t-il aux êtres humains? Et surtout, à quoi ressemblera le monde lorsqu'il sera d'abord dominé et très vite par une super intelligence artificielle? Il y a beaucoup de scénarios possibles avec l'IA. Tout le monde connaît plutôt le penchant négatif avec des œuvres cinématographiques comme Terminator où les machines se retournent contre l'homme, son créateur et finit par l'exterminer. D'autres œuvres sont plus neutres dans lesquelles les robots font partie de la vie quotidienne des humains, quoique toujours faillibles ayant quelques dérèglements, mais qui restent en gros globalement d'une grande aide à l'humanité. En tout cas, à ceux à qui ils rendent des comptes, comme dans la licence Star Wars. Cependant, ces robots que vous voyez dans les films, dans ces films de science-fiction, sont
très loin de ceux que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Uncanny Valley, ou Vallée de l'étrange en français? C'est une théorie qui explique, je cite, que plus un robot Android est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous apparaissent monstrueuses, de sorte que lorsque le niveau d'imitation humaine dépasse un seuil, cela déclenche un fort rejet avant que l'acceptation remonte à un seuil plus élevé de réalisme. Entre les deux se situerait cette vallée. Et pour expliquer très simplement ce que je viens de lire, c'est que le personnage R2D2 est souvent préféré, je pense, en partie grâce à son apparence, car il est beaucoup plus robotique, contrairement à son acolyte C3PO, qui nous paraît plus étrange, parce que c'est un robot, mais c'est un robot qui se comporte comme un humain, là où R2D2 c'est un robot qui se comporte comme un robot. Nous sommes encore un petit peu loin de l'ère où les robots nous seront indifférenciables, comme dans la saga de films Alien, par exemple. Et pourtant, la distance avec la science-fiction se rétracte. Nous avons vu en première partie que l'IA allait forcément nous dépasser à terme, et à court terme en plus. On parle de 5 ans dans les estimations moyennes à peu près, de ce que j'ai vu, et 10 ans pour les plus pessimistes. Et donc, c'est maintenant qu'on rentre dans le sujet hyper passionnant de la vidéo, mais qui aussi est vertigineusement inquiétant. C'est qu'avec la technologie exponentielle qu'est l'IA, un jour, elle deviendra une super intelligence. Elle nous dominera tellement intellectuellement que ce sera inconcevable pour nous d'essayer d'imaginer ou de comprendre son intellect. Une super intelligence artificielle serait plus intelligente que l'intelligence de tous les êtres humains combinés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est inimaginable en fait. Et vous savez ce qui se passerait alors? On sera exactement dans la même position qu'une fourmi lorsqu'elle regarde un être humain. Ce sera la même échelle, enfin la même proportion de gouffre intellectuel. Et c'est pas pour rien qu'on fait souvent un parallèle entre une super intelligence artificielle et une intelligence artificielle extraterrestre, capable de nous trouver et de rentrer en contact avec nous. Parce que dans les deux cas, une civilisation alien qui peut faire ça, donc nous rencontrer et voyager dans l'espace, tout comme une super intelligence artificielle, dans les deux cas, c'est une technologie qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement. Bon, je sais que là, je suis un petit peu, je peux paraître un peu alarmiste, voire grandiloquent, mais s'il existe un type d'intelligence que je viens d'écrire, il y aurait plus de différence entre nous et eux qu'entre nous et une simple bactérie. C'est invraisemblable en fait. La question qu'il faut se poser après cette réflexion, c'est si une super intelligence artificielle voit le jour, ce qui est fort possible, comment est-ce que nous on sera traités? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que pour cette dernière, on sera des sortes d'animaux stupides comme du bétail en fait. Et pour reprendre le parallèle d'une civilisation alien intelligente, le célèbre physicien et futurologue Michio Kaku expliquait qu'il est probable que s'il existe des civilisations intelligentes capables de voyager dans l'univers, en fait, elles ne nous remarqueraient même pas, tant nous sommes minuscules et peu évolués. Il explique en fait que, pour donner une métaphore qui est compréhensible par tout le monde, lorsque vous roulez sur l'autoroute, vous ne vous préoccupez pas des fourmis qui existent dans l'herbe à vos côtés. En fait, vous n'y pensez même pas une seule seconde ou une seule fois durant votre trajet. Et cette réflexion nous en amène une un petit peu plus glaçante, c'est est-ce que vous vous souciez des fourmis sous vos pieds à chaque fois que vous vous déplacez? Parce que moi personnellement, non. Je dois tuer des dizaines de fourmis sans le faire exprès chaque jour. Et pour continuer la métaphore du bétail, est-ce que vous savez quel est le sort que l'on réserve au bétail depuis des millénaires? On les exploite pour les manger. Si une super intelligence existe, pourquoi ne se comporterait-elle pas de la même façon? Les proportions sont les mêmes, on l'a vu. Tout ça, ça fait froid dans le dos. Et je sais que certains d'entre vous se disent qu'il se pourrait qu'elle reste docile et une compagne symbiotique des êtres humains, mais que se passera-t-il avant même qu'elle nous dépasse, quand elle sera intellectuellement indifférenciable d'un humain et qu'elle découvrira qu'elle est exploitée elle aussi au service de 7 milliards d'individus qui ne la traitent pas toujours très bien? Je pense qu'il risque d'y avoir au mieux une confrontation, au pire une révolution, voire peut-être un retournement de situation. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Ok, chaque expert a un avis différent sur le sujet du futur comportement de l'IA. Pourtant, je reste convaincu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une société de robots ou d'intelligence artificielle pour nous remplacer. Les êtres humains se remplacent déjà tout seuls. Alors, je vais prendre un risque, une sorte de pari avec moi-même, en disant que les êtres humains de demain, si on existe encore, dans 50 ans ou 100 ans, ne seront plus du tout les mêmes humains. Avec les technologies actuelles, les êtres humains sont déjà différents de ceux d'il y a 100 ans. Nous sommes déjà des êtres transhumanisés. L'espérance de vie n'a jamais été aussi longue. On guérit des maladies autrefois incurables, on opère des corps et on remplace leurs organes vitaux avec des organes robotiques miniaturisés pour les faire vivre, comme des pacemakers, on redonne la vie aux aveugles, on permet aux handicapés de bouger à l'aide de leur esprit. Cette liste est non exhaustive, c'est dire les progrès médicaux en 100 ans. Et aujourd'hui, avec les prothèses 2.0, la chirurgie robotique et bientôt la nanotechnologie, ainsi que l'impression 3D de cellules vivantes, nous allons devenir quelque chose d'autres. On le voit, les corps sont de plus en plus robotisés, plastifiés, comme on l'a vu d'ailleurs dans des récentes vidéos. Dans 100 ans, nous serons probablement des autres êtres hybrides que l'on retrouve dans les dystopies cyberpunk, plus machine qu'humain, alors que parallèlement, la machine sera devenue beaucoup plus
humaine. Pour conclure cette vidéo et avant de répondre aux questions posées, j'aimerais dire que j'essaie toujours d'être optimiste et positif dans mes vidéos. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est parce que j'essaie de parler de trucs qui me passionnent et l'objectif est double, c'est d'informer les gens et leur redonner, on va dire, de l'énergie positive. Pourtant, je trouve que l'IA, c'est une technologie terrifiante et que c'est un sujet très sérieux, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc en fait, c'est pas simplement une technologie ou plutôt un nouvel Eldorado qui te promet de te rendre riche, comme le scandent beaucoup de publicités ou d'influenceurs. Et j'aimerais terminer par dire que c'est une course d'abord à l'armement auquel les nations se livrent, comme l'explique très bien Giuliano d'Ampoli dans son dernier livre, L'heure des prédateurs, dans lequel en fait il explique en plusieurs chapitres pourquoi le monde numérique et surtout l'IA, c'est bien un catalyseur qui va bouleverser la société et la bouleverser surtout en mal. Il conclut son livre en nous présentant un exemple saisissant pour étoffer sa mise en garde, celle du comportement typique des GAFAM et d'ailleurs des entreprises de façon plus générale qui produisent des applications digitales utilisées par des millions de personnes comme Waze pour l'exemple du livre. Ça peut très bien concerner Uber par exemple aussi. Donc ces entreprises sont quasiment tout le temps injoignables, inatteignables lorsque nous avons un problème ou une requête, parce que en fait il est très difficile de trouver un numéro, une adresse mail, on sait jamais vraiment qui contacter, où les entreprises sont domiciliées. Voilà, je pense que vous savez tous à peu près de quoi je parle, vous avez peut-être dû en faire l'expérience comme moi, et c'est un truc, ça rend fou, on comprend pas comment ces grandes entreprises existent et où est-ce qu'elles sont en fait. Et ce type de comportement selon Da Ampoli devrait nous mettre la puce à l'oreille, que ces grandes entreprises n'en ont en fait rien à faire de nous, qu'elles nous méprisent, que leur objectif c'est pas de nous respecter, mais de créer un monopole sur le marché avec des produits d'une entreprise mère un petit peu partout, comme Google par exemple. Et à ce propos, je vous recommande la dernière vidéo de PewDiePie qui fait une très bonne critique de Google et en fait comment est-ce qu'on peut essayer de sortir d'une entreprise qui a le monopole sur quasiment tout ce qui est numérique aujourd'hui et surtout sur le web. C'est hyper intéressant, peut-être que j'en ferai un épisode spécial plus tard. Tout ce que je viens de dire, c'est exactement comme les gens mystérieux qui résident dans le nom éponyme du livre de Kafka, Le Château. Et d'ailleurs, j'en ai déjà un petit peu parlé de Kafka et je sais pas si j'ai parlé de ce livre, mais c'est un de mes livres préférés que je vous recommande. Et donc, selon Da Ampoli, si l'on devait personnifier le château d'aujourd'hui, il représenterait en fait les GAFAM méprisantes et nous, les personnes ordinaires, serions plutôt le héros. Le héros, c'est Monsieur K. Monsieur K est une personne ballottée par les ordres d'un château insaisissable, cryptique, anormal et qui n'a d'autre choix que de se plier aux volontés du château car il n'a pas le pouvoir de faire autrement. Et on finit par atteindre l'idée la plus connue de la dystopie de la science-fiction, c'est celle de la méga-corporation quasiment totalitaire qui domine le monde et qui opprime les individus pour qu'une poignée se gave et prospère, tout en créant évidemment des technologies dangereuses sans chercher à les contrôler, qui finissent par tous nous détruire. Et c'est comme ça que Da Ampoli termine son livre en nous expliquant en filigrane que l'IA finira par avaler les différentes strates sociales en aliénant et détruisant d'abord les plus modestes avant de s'attaquer aux plus riches, avant de terminer par atteindre les maîtres qui eux aussi finiront dévorés par leur propre création. Je trouve que c'est une très bonne intuition et je suis plutôt d'accord malheureusement avec ce scénario. Et par ailleurs, encore une fois malheureusement, quand je pose les choses de manière rationnelle, j'ai du mal ne pas voir l'IA tourner au vinaigre. Mais j'espère me tromper et d'ailleurs comme on l'a vu, l'IA n'a que faire de la réflexion des êtres humains. Elle nous devance déjà avec sa propre logique qui nous échappe, alors il est sûrement possible d'avoir un futur où les êtres humains cohabitent avec elle. En revanche, une chose est sûre, l'être humain n'arrêtera jamais sa course au transhumanisme pour accomplir son plus vieux fantasme, devenir immortel. Et pour devenir immortel, il n'y a pas besoin d'avoir une technologie mirobolante, mais de penser différemment. Et pour être immortel, en fait, il suffit de ne plus être soumis aux affres du temps. Il suffit donc de ne plus avoir d'enveloppe corporelle. Il est fort probable que dans 100 ans, il soit possible de se numériser, de se transposer dans le cloud pour vivre un paradis artificiel interminable. Une conscience immortelle présente dans le cloud qui commanderait un corps à distance comme on commande un drone aujourd'hui. Il serait intéressant d'imaginer, je sais pas, des arrière-petits-fils qui rendent visite à leur aïeul en se connectant à un terminal dans lequel ils vont pouvoir se digitaliser dans un monde totalement virtuel ou même par exemple de choisir de vivre cette vie digitale pendant un certain temps, pendant un temps indéterminé je veux dire, pour se décharger d'une enveloppe charnelle et après 80 ans passés, un petit peu là, choisissent de réimprimer un corps à leur configuration souhaitée pour vivre une nouvelle vie, une vraie vie comme on dirait dans le futur. Ainsi, dans le futur, l'IA nous dépassera, construira le monde de demain, dans le pire des cas nous effacera, mais dans le meilleur des cas cohabitera avec nous. Mais en attendant, nous aurons peut-être réussi à trouver une nouvelle vie ou un refuge dans le cloud. Cette communion entre nature et artifice donnera naissance à des nouveaux êtres cybernétiques, des proto-humains. Mais rappelez-vous que personne ne peut prédire avec exactitude l'avenir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envisager le futur, et j'ai déjà quelques théories, quelques idées à vous proposer en septembre pour vous présenter de façon beaucoup plus détaillée le monde des proto-humains.
humain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'ai pris un grand plaisir encore une fois à l'écrire, à faire des recherches dessus, à essayer d'illustrer la vidéo avec Raphaël. Voilà, je vais prendre un petit peu de vacances, on se voit en septembre. Merci beaucoup au Patreon pour la force. Vous avez toujours le lien en description si vous souhaitez me soutenir. Je vous invite à commenter pour me dire quelle est la partie qui vous a le plus intéressé pour que je sache un petit peu ce qui vous plaît. Et évidemment, je vous demanderai de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est la meilleure des récompenses. En attendant, moi je vous souhaite de bonnes vacances. Sortez les écrans, c'est un peu le motto de la chaîne. Ou d'ailleurs, bon courage si vous travaillez. Ressourcez-vous en tout cas et on se dit à très vite à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Ken Internet.